et la balance bénéfice-risque, les risques insidieux liés au dioxyde de carbone. Je m'appelle Hervé Thomas, je suis docteur en chirurgie dentaire, nous sommes le 22 juillet 2020. Quand des mesures obligatoires sont motivées par l'intérêt collectif, c'est que la balance bénéfice-risque penche en faveur des bénéfices. Sur la question des masques, et de manière générale, les risques sur la santé liés au dioxyde de carbone me semblent sous-estimés. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne prétends pas détenir la vérité et mes propos sont certainement discutables. Mais sur la base de ces considérations qui représentent mes croyances actuelles sur le sujet, je pense que pour l'intérêt commun, l'obligation du port d'un masque devrait au minimum être assortie de certaines précautions. Je commencerai en présentant les conclusions. Le port d'un masque n'est pas anodin. Il constitue un stress relatif selon la capacité fonctionnelle de chacun. Cette capacité dépend principalement de notre capacité respiratoire. Quand la capacité respiratoire est importante, le stress lié au port d'un masque est relativement faible. Quand la capacité respiratoire est faible, le stress lié au port d'un masque peut devenir majeur, voire fatal. Dans tous les cas, le port d'un masque altère forcément, plus ou moins, l'élimination du dioxyde de carbone et tente insidieusement à affaiblir l'organisme. En acceptant l'hypothèse que la systématisation du port d'un masque dans les espaces publics clos soit un moyen efficace de limiter la propagation du virus, il me semble que le port d'un masque occasionnel sur de courtes durées constitue un risque négligeable et acceptable pour des personnes en forme. Pour des personnes affaiblies, ce risque mérite d'être considéré. En dehors des activités où la balance bénéfice-risque justifie habituellement le port d'un masque, comme l'exposition à des produits chimiques ou les soins médicaux ou chirurgicaux, le port prolongé et répété d'un masque pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l'état de santé, y compris pour des personnes en forme. Ces considérations tendent à mettre en évidence que le port d'un masque constitue un risque relatif, mais un risque certain, qui mérite d'être pris en compte dans la balance bénéfice-risque. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Imposer le port du masque aux professionnels, aux personnes affaiblies ou encore aux femmes enceintes pourrait s'avérer plus néfaste que le bénéfice espéré. Pour commencer, je voudrais vous montrer les chiffres de la mortalité dans le monde. Ces données, les données les plus récentes sur Our World in Data sont celles de 2017, durant laquelle 56 millions de décès ont été comptabilisés. Les 5 plus grandes causes de décès sont les accidents cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et la démence. Ces 5 causes représentent 65% de la mortalité. Les accidents cardiovasculaires et les cancers se distinguent largement, avec environ 1 décès sur 3 pour les maladies cardiovasculaires. L'évolution depuis 1990 montre une progression constante des accidents cardiovasculaires, des cancers et du diabète. Les 5 plus grands facteurs de risque sont l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'hyperglycémie, la pollution de l'air et l'obésité. En termes d'impact sur la longévité et l'handicap, 3 facteurs de risque importants sont en constante progression, l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie et l'obésité. Voici donc en résumé les facteurs de risque et les causes de 2 décès sur 3. Ceux en caractère gras sont les facteurs qui progressent, ce sont les enjeux majeurs de santé publique. Pour donner la mesure, un virus qui aurait provoqué 500 000 décès en 2017 aurait représenté 0,9% de la mortalité, soit 1 décès sur 111. Pour beaucoup d'auteurs, la capacité cardio-respiratoire, ou CRF, Cardio-Respiratory Fitness, est le meilleur indicateur de risque de mortalité, toutes causes confondues, y compris les accidents cardiovasculaires, les cancers et les maladies pulmonaires. Une faible capacité cardio-respiratoire est aussi associée à de nombreuses morbidités, y compris l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète de type 2. Les effets négatifs sur la capacité cardio-respiratoire de la pollution de l'air, du tabagisme et de l'obésité sont largement reconnus.
La mesure de choix pour évaluer la capacité cardio-respiratoire est la consommation maximale d'oxygène, ou VO2 max. La consommation d'oxygène se produit dans nos cellules, au niveau des mitochondries, et elle génère du dioxyde de carbone qui doit être éliminé par la ventilation pulmonaire. Notre organisme doit se réguler pour ne pas produire plus de CO2 qu'il n'est capable d'en éliminer, ce qui dépend de la fonction pulmonaire. Ainsi, la fonction pulmonaire et la fonction mitochondriale sont dépendantes l'une de l'autre, et ce qui affecte l'une affecte l'autre et affecte la capacité cardio-respiratoire. C'est pourquoi la capacité cardio-respiratoire peut aussi être évaluée par la force musculaire. La capacité cardio-respiratoire détermine aussi la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à maintenir les conditions de vie cellulaire en réponse à des perturbations. Notre capacité à survivre dépend de notre capacité cardio-respiratoire et en tout premier lieu de notre fonction pulmonaire. La fonction pulmonaire se développe plus ou moins au cours des 20 premières années de vie. Elle se stabilise, puis elle décline plus ou moins rapidement en fonction des conditions de vie. Notre capacité à survivre diminue avec l'inactivité physique, l'âge, certains médicaments, les pesticides, le tabagisme, la pollution de l'air, le manque de sommeil, les hormones du stress, le manque d'oxygène, l'excès de dioxyde de carbone, le stress oxydatif, l'inflammation et l'obésité. Ce sont les tueurs silencieux. Quand la fonction pulmonaire décline, la capacité à éliminer le CO2 diminue. La rétention de CO2 a de nombreuses conséquences. Notamment, elle favorise l'œdème pulmonaire, la dysfonction mitochondriale, le stress oxydatif, l'inflammation systémique, la fonte musculaire, la baisse de l'activité cérébrale, la neurotoxicité et le déclin cognitif, la résistance à l'insuline, le déséquilibre neurovégétatif, l'adipogénèse et l'obésité, la baisse des défenses immunitaires et la cancérogénèse. Les signes d'hypercapnie sont très variables et peu spécifiques du fait que la régulation du dioxyde de carbone implique de nombreuses fonctions biologiques, notamment le contrôle de l'horloge biologique et le cycle veille-sommeil, le contrôle du stress émotionnel, la régulation neurovégétative, l'appétit, l'alimentation, la motivation, les comportements addictifs, les processus cognitifs, les facultés d'apprentissage et de mémoire, la sensibilité à la douleur. De plus, la régulation du CO2 est en compétition avec la régulation de la glycémie. Ainsi, une phase d'hypercapnie peut évoquer un état d'hypoglycémie. Et la consommation de sucre diminue les signes de l'hypercapnie sans la faire disparaître. Finalement, la perte de capacité à éliminer le dioxyde de carbone semble être un acteur majeur du vieillissement et de la mortalité, et est impliqué dans nos maux de tous les jours, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil, les troubles de l'humeur, l'anxiété, la dépression, les troubles de la mémoire, les comportements addictifs, etc. Les tueurs silencieux accélèrent le déclin de notre vitalité et de notre qualité de vie. L'antidote, c'est d'éviter les tueurs silencieux. Et je reviens de nouveau sur les conclusions. Le port d'un masque n'est pas anodin, il constitue un stress relatif selon la capacité fonctionnelle de chacun. Cette capacité dépend principalement de notre capacité respiratoire. Quand la capacité respiratoire est importante, le stress lié au port d'un masque est relativement faible. Quand la capacité respiratoire est faible, le stress lié au port d'un masque peut devenir majeur, voire fatal. Dans tous les cas, le port d'un masque altère forcément plus ou moins l'élimination du dioxyde de carbone et tend insidieusement à affaiblir l'organisme. En acceptant l'hypothèse que la systématisation du port d'un masque dans les espaces publics clos soit un moyen efficace de limiter la propagation du virus, il me semble que le port d'un masque occasionnel sur de courtes durées constitue un risque négligeable et acceptable pour des personnes en forme. Pour des personnes affaiblies, ce risque mérite d'être considéré. En dehors des activités où la balance bénéfice-risque justifie habituellement le port d'un masque, dû à l'exposition à des produits chimiques ou pour des soins médicaux ou chirurgicaux, le port prolongé et répété d'un masque pourrait constituer un risque considérable de dégradation progressive de l'état de santé, y compris pour des personnes en forme.
Ces considérations tendent à mettre en évidence que le port d'un masque constitue un risque relatif, mais un risque certain, qui mérite d'être pris en compte dans la balance bénéfice-risque. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, imposer le port du masque aux professionnels, aux personnes affaiblies ou encore aux femmes enceintes.